Salut Guillaume, Salut Anis, comment vas-tu? ça va? Bon, écoute, ravi de pouvoir démarrer avec toi ce premier podcast sur le thème de l'intelligence artificielle générative. Un grand thème aujourd'hui qui touche nombre d'entreprises, nombre de collaborateurs. Et c'est vrai que c'est une formidable occasion de pouvoir aborder le sujet pour introduire, acculturer nos auditeurs et nos clients sur le thème de l'IA générative et entre autres aussi de ChatGPT. Et il y en a besoin. Et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. On est simplement au début de cette nouvelle révolution, de cette nouvelle ère, bien que l'IA existe depuis très longtemps dans les entreprises. Ouais, elle est extrêmement présente sans qu'on le sache. On va rentrer un peu dans le détail après, mais effectivement, ça fait déjà des années de tout ce qu'on utilise, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit on a Siri, etc., etc. L'IA était déjà présente sans qu'on le sache vraiment. Et effectivement, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'elle a débarqué dans nos vies en novembre 2022, quand elle est devenue grand public avec l'arrivée de ChatGPT. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT, c'est simplement été une sorte de déclencheur dans la vie du quotidien de beaucoup de monde, une sorte de buzz. Un accès grand public finalement à l'IA, C'est ce ça, qui n'existait pas avant. un accès grand public. Donc l'objectif un petit peu de notre podcast qu'on expliquait justement en introduction, juste avant de lancer cette série de podcasts qu'on va réaliser pour nos clients, c'est de pouvoir en fait repartir de la base, un petit peu de l'histoire de l'IA, puisque comme tu l'as dit, en fait l'IA existe depuis très longtemps Mm. et ensuite de pouvoir petit à petit dérouler pour essayer d'acculturer, de présenter la manière dont on peut utiliser l'IA dans son quotidien. Et on va aussi parler de la manière dont toutes les questions qu'il y a et tous les débats qu'il y a autour de ce sujet-là, puisque d'aucuns aujourd'hui se posent des questions sur qu'est-ce que l'IA générative, À quoi ça sert? à quoi ça sert, quelles sont les menaces derrière cette IA, et puis surtout, et c'est un peu peut-être le thème après de nos différents podcasts, sur la manière dont on souhaite l'utiliser, enfin comment est-ce qu'on peut Ouais, comment on l'utiliser peut au l'utiliser dans quotidien, les entreprises, ouais. voilà, de manière très pragmatique, et comment on peut en faire en fait un réel bénéfice, tout en ayant conscience parfois de ses limites et de ses risques. Alors pour démarrer ce premier podcast qu'on va centrer vraiment sur d'abord essayer de poser les bases, hein, on va poser les basiques, les bases, on va De refaire un quoi peu de... parle-t-on? Exactement, tu vois, tu viens de poser la question, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'IA et d'IA générative? Alors, je vais donner une définition qui est la définition du Larousse. Donc, l'IA, c'est l'ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Je lis parce que la définition, on va essayer de rester pointu. Donc, l'idée, c'est une machine qui ressemble à l'homme. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un univers extrêmement complexe à comprendre, mais c'est en parallèle, et c'est ce qu'on est en train de découvrir, une révolution numérique, une révolution technologique. Bill Gates explique que pour lui, c'est une révolution qui est limite plus puissante que l'ordinateur, que le téléphone mobile. Voilà, ça va extrêmement loin. Et effectivement, dans ce que tu disais en intro sur un petit peu les peurs de tout le monde, il y a aussi euh, pas mal de professionnels et de gens très pointus, des scientifiques, qui ont une énorme peur de ce que l'on va pouvoir faire avec l'IA. Donc on a un exemple de Stephen Hawking, qui était le scientifique qu'on a tous connu, qui était en fauteuil roulant, qui était un des plus grands génies qu'on ait eu sur Terre. Donc lui expliquait que le développement de l'IA pourrait signifier la fin de l'humanité. Donc déjà, ça rassure, ça calme tout de Ça suite. pose le débat. Voilà. Mais effectivement, il y a dans l'IA un côté extraordinaire qu'on va développer, qu'on va expliquer, mais il y a aussi des inquiétudes et des craintes potentielles. Donc ce que je te propose, moi, je vais démarrer juste par un petit rappel historique, Oui, histoire parce que de s'y retrouver un petit peu. c'est Voilà. ça, c'est-à-dire en fait, peut-être de réexpliquer. C'est important, je pense que les personnes qui regardent et qui écoutent ce podcast comprennent que, en fait, comme tu l'as très bien dit en introduction, en réalité, l'intelligence artificielle existe depuis très longtemps, est expérimentée depuis très longtemps et existe dans notre quotidien. Et donc, il faut revenir un petit peu sur ces bases-là. Mm. Le point de départ, c'est fin de Deuxième Guerre mondiale, donc ça remonte à loin, avec Alan Turing. Donc je passe, c'était ceux qui ont suivi un petit peu tout ça. Il y avait ce qu'on appelait la machine de Turing qui a permis
de contrer la machine Enigma des Allemands qui permettait de coder. Ils ont réussi à casser le code. Donc c'était le point de départ. Il n'y a pas encore vraiment d'ordinateur. Donc c'est les débuts. Et au niveau des années 50, un peu après, toujours avec Alan Turing notamment, il y a le mot intelligence artificielle qui commence à arriver, qui commence à poindre. Alors, ce qui est assez amusant, parce que quand on imagine les ordinateurs de l'époque, c'est assez particulier. Voilà, on commence à imaginer des machines pensantes. Ensuite, on retrouve en 65, il y a un premier truc qui est assez intéressant, c'est ELISA. C'est un psychothérapeute qui a développé une sorte d'IA, en fait, qui permet un peu, je ne vais pas dire de remplacer le psy, mais c'était l'IA reformulait ce que disaient les gens sous forme de questions. Voilà, c'était la base. Après, il s'est passé pas mal de petites choses, et on arrive quand même dans les années 90, où là, on commence à voir poindre l'IA. Donc le souvenir que tout le monde a un petit peu, le premier souvenir au niveau de l'IA, c'était Deep Blue qui avait la machine qui avait battu Garry Kasparov aux échecs. Absolument. Donc c'était 97, où là vraiment c'est le début. On rappelle une chose, battre aux échecs, ça veut dire avoir analysé, avoir étudié des dizaines de millions de parties. Donc c'était une base de données au départ. C'était un système qui était encore assez simple. Après, on arrive dans les années, c'est pour ça que c'est très ancien, mais les développements sont très récents. On est dans les années 2010, on continue sur les jeux. On a IBM qui sort une IA qui s'appelle Watson, qui va gagner un jeu américain qui est assez célèbre, qui s'appelle Jeopardy. Donc là, pareil, c'était une IA où on lui a mis une connaissance encyclopédique pour qu'elle puisse répondre à l'ensemble des questions. Mais juste derrière, ensuite, on commence à avoir des IA qui s'intègrent un petit peu dans des choses du quotidien. On a l'exemple avec Apple de Siri, 2011, 2012 et quelques. Siri, c'est de l'IA au départ. Alors c'est amusant parce que ça va être dans les deux sens. C'est un assistant personnel, d'accord. Mais le petit truc que les gens n'avaient pas encore compris, c'est que c'était surtout une méthode d'apprentissage, puisqu'à partir du moment où nous, on s'est mis à parler à Siri, ça permettait aussi à l'IA d'apprendre de plus en plus. Oui, on va revenir sur ces Ouais. concepts. Je te coupe parce que, effectivement, dans ce que tu dis, non, mais tu dis quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a, effectivement, tu as utilisé le mot base de données, tu as utilisé le mot Mm. apprentissage. C'est voilà, c'est des On va redétailler. fondamentaux. Ouais, ouais. Voilà, c'est des fondamentaux qu'il faudra et des concepts qui construisent ce qu'est finalement aussi l'intelligence artificielle. Il y a un autre exemple que les gens peuvent connaître. C'était une appli dans les années 2010 qui s'appelait Akinator, qui était très marrante, où en fait on doit penser à quelqu'un, n'importe qui, et l'appli va trouver ce à quoi on pense avec un système de questionnement. Donc c'est un système qu'on appelle du what if, où c'est un peu du binaire, c'est est-ce un homme? Oui, non. Est-ce un animal? Oui, non, etc. Et il arrive à chaque fois à trouver la bonne réponse. Ça image très précisément, finalement, le système de fonctionnement de l'intelligence artificielle, où comme un réseau neuronal, pareil, on en reparlera, où voilà, on a des possibilités. Alors à l'époque, c'était plutôt binaire, oui, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on verra, on a des IA où c'est pas que du oui ou que du non. C'est de la méthode probabiliste, où effectivement, on va avoir du un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et c'est ce qui va permettre effectivement aux IA actuelles, les ChatGPT et compagnie, de répondre à nos demandes et à nos questions. Oui, et puis dans ce que tu dis, effectivement, il y a cette évolution progressive qui s'est accélérée ces dernières années. Moi, j'avais effectivement, dans le domaine de l'IT, quand j'accompagnais mes clients, un logiciel très connu, notamment, pour ne pas le citer, Salesforce, utilisait une IA dans le CRM qui s'appelait Einstein, qui avait pour mission justement d'aller travailler sur, en effet, comment dire, le contenu des bases de données et de pouvoir, hein, sur un certain nombre de sujets dans le domaine de la relation client, dans le domaine de la prospection, dans le domaine de la gestion des deals, de pouvoir faire du projectif. Donc en fait, en effet, il y a eu cette évolution progressive dans X domaines. Et si on revient sur certains sujets voilà, de l'entreprise, Einstein, typiquement, a aussi, dans le monde des entreprises, contribué à démocratiser, entre autres et en partie, l'intelligence artificielle. Tu parlais de Siri, mais on a eu aussi derrière les fameux Alexa Il y a tous les et algorithmes les de fameux... recommandation. Netflix, c'est de l'IA. Amazon, les produits complémentaires, etc., c'est de l'IA derrière. Les fils d'actu Facebook, c'est de l'IA derrière. Donc l'IA, elle est déjà partout et on vit avec de l'IA et quelque part l'IA nous contrôle un peu et l'IA nous propose ce qu'elle a envie de nous proposer.
Donc ça, là-dessus, on va être très très clair que on baigne dans un monde d'IA depuis déjà pas mal d'années. Donc, en synthèse, si on peut résumer ainsi, je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter sur ce sujet-là, c'est vraiment une évolution qui a démarré effectivement il y a un certain nombre d'années, mais qui s'est accélérée dernièrement et que elle est présente depuis un certain temps dans notre quotidien. Elle, elle a accéléré novembre 2022 avec la mise en ligne de ChatGPT Hmm. et donc le fait que nous, entre guillemets, grand public, on découvre l'IA, l'utilité de l'IA et surtout qu'on puisse avoir des usages, nous, soit personnels, soit professionnels, avec l'IA, ce qui était impossible avant, puisque avant c'était réservé uniquement, c'était des IA expertes, uniquement pour des grands groupes, des grandes entreprises. Oui, parce que en effet, enfin moi pour avoir travaillé effectivement avec différentes entreprises dans le domaine de l'industrie et autres, dans le domaine de l'énergie par exemple, ou dans le domaine d'autres industries, souvent on va revenir sur les différents concepts, mais les entreprises étaient déjà à travers ce qu'on appelait les data scientists, déjà en train de travailler sur finalement la mise en œuvre de l'IA à travers la somme des données qu'ils avaient et sur lesquels ils essayaient de construire des modèles qui allaient pouvoir travailler sur différents sujets de l'entreprise, que ce soit la relation client, la maintenance et autres. Donc, en synthèse, ça existe depuis très longtemps. Ça C'est s'est sorti accéléré ces en dernières novembre années et ça 2022. Voilà. s'est démocratisé en novembre 2022. Et Alors alors, plus précisément, excuse-moi, c'était sur oui, l'IA générative, voilà, qui s'est on accéléré va parler, effectivement. nous, que d'IA générative, quoi. Mais pour voir le truc, c'est que quand ChatGPT est sorti en novembre 2022, en moins d'un mois, ils sont passés à 100 millions d'utilisateurs. Pour voir un petit peu, comprendre un petit peu le rapport, Internet a mis 7 ans à avoir 100 millions d'utilisateurs. Si on calcule, ça fait 84 fois plus rapide. C'est-à-dire que là, ce qui est très important à comprendre avec l'IA, c'est que sa vitesse de propagation est exponentielle et qu'elle va effectivement arriver dans toutes les entreprises. Moi, je ne vois pas dans 2, 3, 4 ans, je ne vois pas une entreprise qui n'utilise pas l'IA s'en sortir. Parce que comme tout le monde va l'utiliser, on va en parler sur les gains de productivité, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec. Donc il y a vraiment une obligation de comprendre l'IA et de commencer à travailler avec, parce que la vitesse de propagation, elle est planétaire. Internet est arrivé très tranquillement, même si pour moi, avoir baigné dedans depuis le départ, Internet, le premier site, il est en 93. Mais il faut des années, des années. Souvent, on dit que l'an 1 d'Internet en France, c'est l'an 2000, donc ce serait déjà 7 ans après. Et si vraiment on analyse le développement d'Internet, c'est 2010 où vraiment ça explose. Il y a eu l'arrivée de Facebook avant, etc. Donc ça a quand même mis 10, 15 ans à commencer à se développer. Nous, on arrive avec l'IA générative. Un mois après, il y a 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on doit être à je ne sais pas combien de dizaines et de centaines de millions d'utilisateurs. On estime qu'en France, il y a à peu près la moitié des entreprises qui ont commencé hein, à mettre le nez dedans. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps qui disait que 53% des entreprises avaient commencé à utiliser l'IA, après à voir comment ce qu'elles l'utilisent. Ouais. Alors juste effectivement par rapport à ce que tu dis, pour moi je fais un peu le parallèle aussi avec, donc tu as dit Internet, mais il y a aussi deux autres phénomènes, c'est les moteurs de recherche, Mmh. notamment avec Google qui arrive avec cette page blanche finalement 98. 98, ensuite les réseaux sociaux qui ont marqué encore un autre pas, et là en effet l'IA générative qui je pense a vraiment beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'effet dans notre quotidien et qui va travailler, enfin qui va avoir un impact autant effectivement dans le monde des entreprises que dans le monde particulier, mais ça va toucher réellement et tu l'as très bien dit tout à l'heure, en quelque sorte parfois notre survie sur un certain nombre de sujets. Mmh. Alors on va rentrer dans les détails. Alors justement, pour qu'on puisse comprendre quand on parle, donc il y a différentes formes d'IA, est-ce que tu peux nous en dire peut-être quelques mots? Et puis nous, le fait, c'est de se concentrer sur l'IA Voilà, nous on va générative. rester parce que sinon c'est très compliqué. Alors on va rester sur l'IA générative et je vais essayer d'expliquer simplement un petit peu le mode de fonctionnement. Donc une IA générative au départ, c'est un programme qui va analyser des données et prédire un résultat. Le mot prédire est extrêmement important, je vais y revenir après. Si on veut simplifier, on a une gigantesque base de données, donc c'est ce qu'on appelle un corpus. Donc imaginez une sorte de Wikipédia puissance 1000. Dans ce corpus, on intègre ce qu'on appelle des algorithmes, ça le mot il est connu, donc dans l'IA générative on appelle ça des transformers, le T de ChatGPT, transformer. Et c'est ces systèmes
ces transformers qui vont faire en sorte que telle ou telle IA réponde à notre question. Donc, le point qui va être important, c'est que j'ai le corpus d'un côté, on met du transformer dessus, mais le transformer, il va falloir qu'il apprenne. Et la magie de l'IA, elle est là. C'est tout ce système d'apprentissage qui va être mis en place. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond dans les LLM, l'apprentissage automatique profond, qui va permettre petit à petit d'avoir une IA qui génère des choses qui correspondent un petit peu à nos attentes. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que l'humain est très présent encore aujourd'hui dans cet apprentissage, puisque c'est lui qui valide l'apprentissage. Les gens ne le savent pas trop, mais actuellement, vous avez des milliers de gens, on appelle ça des entraîneurs d'IA, qui vont valider des réponses de l'IA. Il y a une image qui est assez simple à comprendre, c'est quand on a voulu expliquer aux IA les images, donc on prend toujours le même exemple qui est le plus simple, c'est le chat. Donc on lui a mis des chats et des chiens, et on lui a mis des millions de chats, des millions de chiens, et petit à petit, elle devait arriver à valider que c'était un chat ou un chien, et derrière, des humains disaient « oui, c'est un chat ». Oui, c'est un chien. Et il y a un petit truc qui est marrant. Je ne sais pas si les gens ont déjà eu ça, mais ce qu'on appelle les CAPTCHA, notamment sur Google, où par Absolument. moment, vous avez un petit stock de photos pour valider quelque chose, pour valider que vous n'êtes pas un robot, et vous allez cocher, on va vous dire, cochez les photos où il y a des feux rouges. OK, alors vous cochez les photos. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes en train d'entraîner l'IA. C'est un truc qui est génial. Ça, c'est dingue, ça. Ah C'est bah, quelque chose que tu m'as appris parce ah, qu'effectivement, je ne savais pas que ça servait à servir ah oui, l'IA c'est une arnaque. finalement de Google, quoi, quelque Ouais, part. C'est ouais, un bah, peu ça, hein. on bosse, C'est un hein. truc de dingue, ça. On fait le boulot pour eux, quoi. Alors justement, tu as utilisé plusieurs termes. Juste Mm. le but, c'est pas de rentrer dans du détail très Non. technique, mais juste en termes de vulgarisation, qu'on comprenne un petit peu le sujet. Tu as évoqué le sujet de le mot LLM, Ouais. le mot apprentissage, qu'on appelle Mm. souvent aussi de machine learning, c'est-à-dire qu'en fait, la machine va apprendre aussi par elle-même. Est-ce que tu peux juste en deux mots expliquer la mécanique? Parce que finalement, c'est un peu ça la Ouais. puissance de l'IA. C'est comme en fait, on l'appelle intelligence. Est-elle vraiment intelligente? En fait, on lui donne de la donnée. Ouais, c'est ce qu'on va voir, effectivement. Donc, Alors, on va prendre les acronymes déjà, parce que les gens, voilà, GPT, chat, GPT, donc générative, pre-trained, transformer. Donc, ça va, génératif, ça va générer. Pre-trained, l'apprentissage, elle est entraînée. Et le transformer, c'est la notion d'algorithme dedans. Le LLM, donc, puisque les IA génératives sont des LLM, c'est des Large Language Models. Voilà, c'est tout bête, c'est juste le truc à comprendre. Le large étant le corpus, qui est absolument gigantesque. Après, tu as parlé de machine learning. Donc, les IA LLM, celles qu'on connaît tous actuellement, c'est ce qu'on appelle du deep learning, de l'apprentissage profond. Le deep learning est une partie du machine learning. Je vais pas trop aller plus loin sur le machine learning, parce que sinon on va se perdre. Mais voilà, les LLM, j'avais essayé de recréer une définition mais qui est un petit peu complexe, qui mixe et tout. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est que nos IA génératives sont déjà des IA ce qu'on appelle un niveau faible. C'est une IA faible. Donc, quand on voit les résultats, on se dit, waouh, c'est quoi l'IA forte? Donc, l'IA forte, on n'en parlera pas trop parce qu'elle n'existe pas encore. L'IA forte, ce sera l'IA générale, celle qui fait notamment peur à tout le monde. L'IA générale, c'est ce qu'on vous voyez dans pas mal de films d'anticipation, où là, la machine est complètement autonome et elle se met à penser, à réfléchir. Voilà. Et le petit truc qui est vraiment à comprendre, c'est que du fait qu'on ait ce système de base de données, ce que je disais au début, un système de prédiction, en fait, c'est un modèle de stats. Même si nous, on lui met du texte et qu'elle nous répond du texte, c'est juste des stats. Elle va prévoir un résultat. D'accord? Et ce truc de se dire qu'elle prévoit un résultat, c'est-à-dire que le résultat n'est qu'une prédiction avec une forte probabilité que le résultat corresponde à notre attente. Donc c'est assez marrant de mettre des maths dans des chiffres. Donc on va être très clair, l'IA, elle n'invente rien du tout, puisqu'elle amalgame pas mal de choses, elle ne pense pas, elle ne réfléchit pas, elle calcule. Pour l'instant, c'est que ça ne va pas plus loin. Donc globalement, elle n'est pas intelligente du tout, et puis elle n'est pas artificielle, parce qu'il y a des humains derrière. Donc c'est ça qui est assez amusant d'employer tous ces termes. Pour le moment, les IA que l'on utilise, il faut arriver à se rendre compte que c'est encore un système qui est balbutiant, même si les résultats sont absolument incroyables. Mais c'est balbutiant aujourd'hui. Dans quelques semaines, ChatGPT va sortir une nouvelle version.
Toutes celles dont on va parler après sont tous en train de sortir des nouvelles versions. C'est un petit peu comme Internet au début, sauf que là, ça va 10 fois plus vite. Donc, pour le moment, c'est ni intelligent, ni artificiel. Et voilà, ça ne pense pas, ça ne réfléchit pas. Mais à la vitesse où ça va, il est probable que d'ici... Moi, ce que j'aime bien, c'est la notion de court terme dans l'IA. C'est court terme, c'est pas 2 ans, c'est 3 mois à peu près. Il est probable que, voilà, d'ici 1 an à peu près, je pense, on ait des IA qui sont d'un niveau encore bien supérieur. Avec les craintes, on en parlera dans un podcast, avec voilà, pas mal de craintes et de peurs sur une IA qui pourrait être autonome. Et là, on a les films d'anticipation. Voilà, si on remonte à loin, 2001, l'Odyssée de l'espace, etc., etc. Il y avait le film, on en avait parlé ensemble, Heure, H-E-R, Oui, ben oui, mais voilà, où il tombe amoureux c'est d'une IA. assez incroyable, quoi. Faut savoir que déjà aujourd'hui, en Chine, alors la Chine, les Chinois ont de l'avance sur l'IA par rapport à nous, mais en Chine, il y a déjà ce qu'on appelle des lovebots. Ça veut dire que les gens vont plus sur les sites de rencontres, ils rencontrent une IA à la place. Donc voilà, potentiellement, ça peut faire un petit peu peur, quoi. Même si on l'appelle intelligence artificielle, il n'y a pas de réelle intelligence derrière, au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire cognitive, hein, C'est ça. Yann LeCun, qui est un spécialiste, dit que l'IA actuelle a l'équivalent d'un gamin de 4 ans, quoi. oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, alors malgré tout, ça reste très magique. On va voir Ah oui, oui. pourquoi aujourd'hui c'est magique et pourquoi, au-delà de la magie même, ça a une certaine utilité. Et en effet, malgré tout, il y a d'autres sujets qui traitent justement de cette IA un peu plus générale, hein, qui elle peut être un peu plus, qui peut questionner. Et sur ce volet-là, pour résumer un petit peu ce que tu dis, c'est que l'IA en fait c'est finalement une très très grande base de données de la connaissance mondiale, enfin de tout ce qui a été acquis pendant des années et des années, que c'est le fruit aussi de recherche et développement, parce que ça, il faut le dire, de plusieurs années. C'est-à-dire qu'OpenAI n'a pas inventé l'IA. Non. Hein. Je veux dire, ils ont bénéficié d'années d'apprentissage et de recherche et développement de nombreux chercheurs, qu'on a cumulé des données, qu'on a bénéficié de longues recherches et développements, et qu'on est, par contre, la magie et la force quand même d'OpenAI, c'est d'avoir rendu accessible à au plus grand nombre finalement cette capacité à transformer des données qui peuvent être structurées et non structurées à travers une requête pour en sortir un résultat qui semble être effectivement d'une certaine intelligence. Il y a un truc qui est important, c'est de comprendre quelles sont ces données. Alors justement, Voilà. j'allais te poser la question, c'est effectivement de quelles données on parle, parce que voilà, de quoi, qu'est-ce qui se cache en fait Ouais. finalement en termes de données derrière ces vastes bases de données, parce que tu as parlé C'est assez d'images, délirant. de Ouais. LLM, donc de langage, Mm. qu'est-ce qui se cache derrière? En fait, c'est assez délirant tout ce qui a été intégré. Donc, au départ, c'est assez simple. On va donner à notre corpus, on va lui donner des milliers de livres ou des centaines de milliers de livres. On va lui donner Wikipédia plus toutes les autres encyclopédies, plus un très très grand nombre de données qui peuvent être potentiellement récupérées sur Internet, donc avec des volumes astronomiques. Il y a un exemple pour l'IA, ils ont fait des transcriptions de plus de 100 millions d'heures de vidéos YouTube. Transcription. Je me suis amusé à faire le calcul, je me suis noté, ça fait 11 500 années de vidéos qui ont été données à bouffer à l'IA. Donc ça, c'est les grandes données. Les bases de données publiques, tous les États ont des grandes bases de données publiques, mais ensuite et surtout, il y a toutes, c'est nous qui avons donné un maximum de données à l'IA, puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on utilise tous plein d'outils gratuits qui s'appellent Facebook, qui s'appellent Google, qui s'appellent Gmail, etc., etc. Toutes ces données, tout ça, ce sont ces plateformes-là, tous les GAFAM qui en sont propriétaires, et ils les utilisent pour alimenter leurs IA. Ça veut dire que toutes nos discussions Facebook, elles ont été incrémentées dans l'IA. On peut être à peu près sûr que tous nos mails Gmail ont été incrémentés dans l'IA. L'idée est intéressante parce que c'est ce qui peut permettre à l'IA de comprendre comment on fonctionne. Les enceintes connectées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Alexa, avec l'enceinte Amazon, il y a un petit scandale où on nous a expliqué que peut-être que les enceintes connectées nous écoutaient à notre insu. Ce sur quoi Amazon avait répondu, ce n'est qu'uniquement dans un but d'apprentissage. Mais ils ne nous avaient pas dit que c'était apprentissage pour l'IA. Donc ça veut dire que c'est nous qui fournissons actuellement toutes ces données. Après, tous les objets connectés. Ma montre connectée fournit des stocks de données à l'IA. Vos Apple Watch fournissent des données à l'IA. Votre balance connectée fournit des données à l'IA, etc. Ça veut dire qu'en gros, vu comment on est connecté aujourd'hui, tout ce qu'on fait, l'IA les IA les récupèrent ces informations
et apprennent de nous comme ça. Et finalement, si vous réfléchissez un peu, elles savent quand même. Moi, si je regarde si je m'amuse à télécharger les données que j'ai, enfin, j'ai voulu un jour télécharger mes données Google, j'étais en dizaines de gigas, quoi. En dizaines et dizaines de Voilà, mais gigas. effectivement, dans ce que tu dis, et puis je pense qu'on arrive un petit peu au terme de Hum, l'émission, de cette première émission, ce que tu relèves ici, en fait, c'est que, et c'est ce qu'on disait au tout départ, c'est que l'IA, en fait, existe depuis un certain temps, qu'elle s'est accélérée ces dernières années, que beaucoup d'entreprises, déjà, on tire profit de ces différentes données, qu'elles les utilisent pour elles-mêmes créer des modèles qui auto-apprennent et qui sont capables de, sur un certain nombre de sujets, des recommandations, de la maintenance dans les entreprises, de la relation client, dans différents corps de secteurs, voire même de fonctions, sont capables de pouvoir intégrer ces données-là, de les retranscrire de manière, on met des guillemets, intelligente hum. et intelligible pour le particulier ou pour les différentes entreprises, mais que derrière tout ça se pose un certain nombre de questions pour les entreprises sur la manière dont elles peuvent traiter leurs données, pour le particulier de la même manière, la manière dont elles peuvent l'utiliser, et derrière tout cela, encore, si on va un cran plus loin, c'est toute la question des opportunités et des menaces, des risques, des limites de l'intelligence artificielle. Et c'est l'objet de notre prochain podcast, notre prochaine Prochain émission, podcast, ouais. parce que c'est vrai que avant de rentrer dans je dirais, l'utilisation pratico-pratique dans le quotidien, c'est finalement une des questions qui revient régulièrement quand on parle avec nos clients, c'est finalement La peur. la peur. Hum. Donc on a une forme de parfois alors soit d'acceptance, soit de rejet ou de crainte. Et donc l'idée du prochain podcast, c'est de pouvoir un petit peu expliquer ces différentes menaces, ces différents risques, et voir comment aussi les questions qui se posent derrière, auxquelles on a parfois des réponses, parfois encore des questions qui sont en suspens en termes de régulation. Du coup, on se retrouve au prochain podcast. Prochain podcast.